Salut, c'est Alexis et vous allez écouter le 29e épisode du podcast de Contournement. C'est un entretien avec Lise Slimane qui a créé la Minute Freelance, une école à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer à leur compte dans les meilleures conditions. On évoque avec elle son parcours entrepreneurial et elle nous explique en détail comment elle utilise les outils no-code tels que Zapier et Airtable au quotidien dans son activité. Forcément, j'en ai profité pour lui demander de nous partager plein de conseils pour ceux d'entre vous qui voudraient se lancer en indépendant. Et vous verrez que les outils no-code pourront aussi bien vous aider dans la gestion de votre activité. D'ailleurs, n'oubliez pas, Contournement, c'est avant tout des formations. Donc si ce dont on parle dans l'épisode vous intéresse, vous pouvez aller regarder ce qu'on propose. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Lise, et bienvenue sur le podcast de Contournement. Merci de prendre le temps d'échanger avec nous, d'autant que je sens que tu vas avoir pas mal de bons conseils à partager à nos auditeurs. Alors tu es la fondatrice de la Minute Freelance, une école pour aider les personnes qui se lancent à leur compte sur diverses activités. Tu proposes des modules en ligne ou du coaching individuel pour leur permettre d'éviter les écueils classiques qu'on connaît tous quand on se lance en freelance. Qu'on connaît pas tous d'ailleurs forcément, et heureusement que tu es là pour justement aider les gens sur ce sujet. Alors dans ce cadre, et pour ta propre activité de freelance, tu utilises pas mal d'outils no-code à un niveau très poussé, et donc je me suis dit que tu allais avoir plein de choses à nous partager. Commence à y avoir de plus en plus de gens en plus dans la communauté des no-codeurs qui veulent se lancer en indépendant, donc je me dis que voilà, si tu as quelques conseils à leur distiller, ça pourrait être super. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose pour bien commencer, c'est de te présenter. Hello Alexis, alors merci beaucoup déjà de me recevoir sur ce podcast. Tu m'as très bien présenté, donc je vais essayer de compléter ce que tu as partagé. Je m'appelle Lise Slimane, j'ai 31 ans. J'ai un passé de start-upeuse, donc dans ma vie d'avant, j'ai cofondé, développé et revendu une start-up dans le domaine de la traduction. C'était une start-up avec un propre logiciel codé maison, donc je connais la difficulté de coder from scratch, même si c'est pas moi qui l'ai fait. Je sais que le temps que ça prend, les coûts que ça a. Et donc j'ai fondé une deuxième boîte qui s'appelle La Minute Freelance, qui est un organisme de formation dont la mission est d'aider les indépendants qui veulent se lancer à réussir à structurer une offre, trouver leurs premiers clients et communiquer en ligne. Par rapport à cette nouvelle boîte, cette fois-ci, j'ai tout fait en no-code, c'est-à-dire que tout ce que j'utilise aujourd'hui est basé sur un stack de logiciels existants. Et il y a clairement une différence entre ce que j'ai vu en 2014 pour ma première boîte et ce qui existe aujourd'hui en termes d'outils. Donc, je suis ravie de pouvoir échanger sur ce que je trouve être une révolution pour les entrepreneurs et aussi sur la partie, en effet, freelance, puisque les freelances que j'accompagne sont assez nombreux à utiliser le no-code pour eux, mais aussi pour produire pour leurs clients de façon plus rapide et donc moins coûteuse. Super, alors justement tu vas pouvoir nous partager tout ça. Juste avant de commencer à justement à évoquer ces sujets, qu'est-ce que tu as fait comme étude, juste pour savoir, enfin pas du tout un background tech de ce que tu disais, enfin en tout cas c'est pas toi qui as codé ta première startup. Qu'est-ce qui t'a amené en tout cas à la première startup? Alors, en effet, j'ai pas du tout j'ai pas fait d'études techniques. J'ai suivi un cursus à Sciences Po Bordeaux en développement des entreprises et en parallèle, j'ai fait du droit à distance avec la Sorbonne qui propose un cursus en droit des affaires. Donc, j'ai toujours aimé la partie création, développement d'entreprise au niveau théorique. Et durant ma dernière année d'études à Sciences Po, donc j'ai voulu postuler pour faire des stages. Je me suis rendu compte que le monde de l'entreprise ne pouvait pas m'offrir ce que je rêvais de faire, qui était de pouvoir voyager, développer des projets. Et, c'est vraiment ça qui me plaisait. J'étais pas attachée à un job, j'étais plutôt attachée à un mode de travail et à une capacité d'être stimulée par mon quotidien. Donc je l'ai pas trouvé sur le marché du travail. En parallèle des études, j'ai fait un peu de freelance en traduction parce que je me disais que comme je parlais des langues étrangères, je pouvais peut-être me faire un peu d'argent. Donc, je me suis inscrite sur Upwork. J'ai eu mes premières missions. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin sur le marché pour une solution de traduction de films rapide, un peu avec un modèle de plateforme en fait qui connecte des freelances et des producteurs qui ont besoin de solutions de traduction. Donc en fait, le besoin tech est venu de l'idée.
si il y avait eu à l'époque des solutions no-code, je pense que ça aurait vraiment évité beaucoup de temps de développement. Heureusement, à l'époque, j'ai trouvé un cofondateur ingénieur qui a porté tout seul en fait toute cette partie développement, qui était vraiment costaud et qui a pris énormément de temps. Mais voilà un peu mon histoire et comment j'en suis venue à travailler dans la tech alors que j'avais pas du tout le profil au départ. Et d'ailleurs, je suis venue à l'entrepreneuriat aussi sans y avoir pensé. Il y a des personnes qui savent depuis très jeune qu'ils ont envie d'être entrepreneurs. Moi, j'avais envie de liberté, j'avais envie d'épanouissement au travail. Et en connectant un petit peu tous les points, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat était la seule voie qui pouvait me satisfaire. Ouais, super. Juste petite anecdote, je sais que t'as rencontré Shubham, qui était l'invité de l'épisode 27 de ce podcast, donc 2 épisodes avant le tien, et puis aussi Charles-Louis à Bali, donc c'est lui qui nous a mis en contact. D'ailleurs, Charles-Louis, c'est la 2e fois que j'ai un invité par lequel il nous a mis en contact. Voilà, donc t'es passé à Bali. Est-ce que c'est là-bas que t'as fait ta start-up? La première alors la première start-up, j'étais à Bordeaux. C'était en 2014, donc j'étais encore étudiante. Ma deuxième société, je la considère pas comme une start-up, c'est juste moi avec un ordinateur, donc je me considère vraiment comme une freelance. Je l'ai commencé en Amérique latine. Donc une fois que j'ai revendu ma première start-up, je me suis posé la question de l'étape suivante et le freelancing s'est un peu imposé comme une solution parce que j'avais envie de liberté, j'avais envie de pouvoir voyager. J'avais connu les responsabilités d'une start-up. Donc vraiment, quand on crée une start-up, on a une mission qui est plus large que soi, qui est de créer quelque chose d'utile aux autres. Là, j'avais envie d'un projet un petit peu plus personnel et un peu plus centré sur mon propre épanouissement. Et donc, je suis partie en Amérique latine pour me reposer, pour réfléchir à la suite. Et c'est là que j'ai commencé à poser les jalons de ce qui est devenu la Minute Freelance. Et après, pendant 2 années, j'ai voyagé, j'ai alterné entre la France et l'Amérique latine, l'Asie, notamment Bali où j'ai rencontré d'autres entrepreneurs. Et puis, je me suis un peu posée à Bali puisque je ne sais pas si tu y es allée, mais il y a énormément de synergies à créer, de personnes qui y vont pour développer des projets. C'est très riche. Et voilà, j'avais envie d'y être un moment pour m'inspirer. Ouais, non, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'y suis jamais allé malheureusement, mais c'est vrai que là, je dirais pas non là par rapport à l'hiver parisien qui arrive. Je pense que je préférais être là-bas. Oui. Mais bon, mais c'est vrai que c'est intéressant par contre ce que tu disais sur le pas sous-estimer dans l'entrepreneuriat les responsabilités qu'on a. Et je trouve que tu fais bien de le souligner parce que c'est la situation quand on est freelance est très différente finalement. On a d'autres responsabilités, mais finalement on porte que sa responsabilité à soi-même, quoi. Oui. Il y a je crois que c'est un article de Seth Godin qui explique la différence entre le freelance et l'entrepreneur et qui pour moi vraiment résume la situation. L'entrepreneur a envie de changer le monde et le freelance a envie de changer sa vie. Et c'est vraiment important de comprendre la différence parce que quand on est entrepreneur, notre propre quotidien va un peu devenir la variable d'ajustement. On est là pour pousser un projet, pour aller chercher, pour atteindre une mission, pour transformer quelque chose qu'on estime non optimal. Donc on a vraiment cette vision incroyable qui nous porte et qui nous pousse à faire des sacrifices. Alors que la vision freelance, pour moi, elle est tout aussi ambitieuse. C'est tout aussi difficile d'entreprendre en freelance, mais on est l'humain au cœur du projet et tout gravite autour de nous. Les deux sont valables, mais c'est vraiment important de pas entrer dans l'entrepreneuriat avec une mentalité de freelance. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait au départ et je me suis vite rendu compte que dans l'entrepreneuriat, il y avait vraiment cette notion de sacrifice et de responsabilité que moi, aujourd'hui, j'étais plus prête à faire. C'est un bon premier conseil, je pense, que tu donnes là. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus justement sur la Minute Freelance, avant qu'on parle un petit peu plus de technique no-code? Oui. Alors la Minute Freelance, c'est donc un organisme de formation que j'ai vraiment développé en janvier 2020. Donc ça fait moins d'1 an. Avant, et c'est quelque chose qui est assez important, je pense, c'est important de le souligner. Avant, j'avais déjà pensé au nom, j'avais déjà pensé au service que je voulais faire, mais c'était très brouillon. Et j'ai mis 1 année donc à faire émerger ce qui est devenu la Minute Freelance.
La Minute Freelance, finalement, aujourd'hui, c'est un accompagnement personnalisé, individuel, avec des freelances qui sont en phase de lancement ou qui se sont lancés mais qui n'arrivent pas encore à vivre de leur activité. Et donc, dans cet accompagnement, il y a des formations en ligne à suivre en autonomie, un accompagnement individuel, donc sur une période qui est aujourd'hui de 12 semaines, avec des sessions où on peut avancer sur le projet individuel du freelance, et des exercices à faire entre les sessions pour développer son business. J'ai voulu faire ce programme parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs pour les entrepreneurs et pour les startups, le e-commerce également, mais que pour les freelances, c'était plutôt des micro-formations, donc des formations 100% en ligne. J'ai trouvé qu'un freelance je me suis mise à la place d'un freelance qui se lance et qui n'a pas forcément d'idée sur, en gros, où je trouve mes clients, comment je crée mes offres. Et pour moi, l'accompagnement, c'était indispensable. Donc, voilà un peu les jalons qui ont fait que j'ai développé ce projet. Aujourd'hui, je le mène toute seule. J'ai accompagné depuis janvier un peu plus de 30 entrepreneurs, donc une dizaine par trimestre. Et quoi te dire d'autre? Écoute, au niveau technologie, c'est 100% no code, bien sûr. Donc, que ce soit ma plateforme de e-learning, le système de visioconférence, ma gestion administrative de mon organisme de formation, qui est quand même une gestion assez lourde, tout passe par des outils. Alors, bon, j'ai tout le temps des questions qui me viennent, donc on retarde toujours le moment de parler de certains trucs, mais tu dis que tu as mis 1 an à... Comment est-ce que tu as itéré, quelle est un peu ta méthodologie? Enfin, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, c'est pas du tout une question technique, tu vois, mais pour arriver à trouver ton offre, comment est-ce que tu as testé ton marché, enfin, toutes ces choses-là. Alors, en fait, j'ai commencé par me lancer en freelance, essayer de trouver des missions de formation, parce que la formation me plaisait, parce que je sentais que j'avais envie de transmettre quelque chose, mes apprentissages, qu'on est souvent cherché en fait pour me poser des questions, que ce soit des amis, des amis d'amis, ça commençait à devenir assez présent dans ma vie. Donc j'ai commencé à regarder un peu les différentes missions que je pouvais trouver en sous-traitance, et j'ai découvert comme ça de fil en aiguille que quand on formait, on pouvait le faire dans un cadre qui s'appelle un organisme de formation. Donc j'ai appris à connaître cette nouvelle industrie par des premières missions de sous-traitance. J'ai travaillé avec des gros organismes de formation. J'ai travaillé aussi avec des startups qui proposent des missions aux freelances, donc sur de la rédaction de contenu. Je me suis vraiment immergée via des missions que j'ai trouvées, que ce soit sur des plateformes ou par des annonces. Et puis, une fois que j'ai gagné en clarté sur ce que je voulais proposer et à qui je m'adressais, là, j'ai commencé à structurer mon offre. Mais c'est donc toute cette phase d'idée qui a duré 1 an. Et pour moi, la clarté est venue de l'action. On pense souvent qu'on va avoir un éclair de génie et qu'on va tout de suite trouver son idée. En fait, moi, ça a été une série de missions, des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont un peu moins plu, qui m'ont permis de structurer mon projet. C'est intéressant parce que finalement, tu as commencé, on va dire, à découvrir ton activité en la faisant pour quelqu'un d'autre, quoi. C'est-à-dire l'activité que tu voulais porter avec la Minute Freelance, tu l'as fait pour d'autres, jusqu'à arriver à la bonne formule que tu as pu lancer toi-même, quoi, finalement. Oui, exactement. Et je pense que c'est une des richesses aujourd'hui de nos parcours professionnels. Par rapport à mon programme, on va dire initial, universitaire de Sciences Po, à Sciences Po, on nous apprend à être très polyvalent. Donc finalement, je suis sortie en étant un peu experte de rien, mais avec des micro-connaissances un peu partout. À l'époque, ça me frustrait, c'est pour ça que j'ai voulu faire du droit, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est un peu une chance, parce qu'avec Internet, je suis capable de capter ces informations et de me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire de la formation, peut-être que dans 5 ans, je voudrais faire du marketing digital, et le fait d'avoir travaillé sur mon propre projet, d'avoir lu des articles de blog, de m'être formée à moindre coût via des coachs ou formateurs, en fait, fait que je peux réorienter ma carrière comme je l'entends. Et je pense que c'est vraiment une chance. Aujourd'hui, on peut, même si on n'a pas un métier qui est transposable à l'économie freelance, on peut rapidement se réorienter en se documentant, en travaillant sur un side project, voire en trouvant une première mission avec quelqu'un qui voudra bien nous faire confiance. Non, c'est hyper intéressant comme démarche. Enfin, vraiment, ça, je pense que c'est aussi c'est vraiment important de partager ce genre de choses, parce que les gens savent pas comment démarrer souvent. Enfin, il y a plein de manières de faire, mais je trouve que ça, c'est vraiment pertinent.
Alors, justement, rentrons un petit peu maintenant dans les outils et ce qui te permet de faire tourner cette petite entreprise, parce que finalement, même si tu es tout seul, c'est quand même une entreprise, quoi. Oui. Donc, raconte-nous un petit peu, tu nous disais que tout ça, c'est du no-code, là, il n'y a pas de cofondateur technique, il n'y a pas... Tu dis, de toute façon, tu n'es pas dans un mindset de start-up, donc raconte-nous un petit peu plus. Oui, alors moi la première chose qui m'a vraiment aidé à faire décoller mon business, c'est de prendre le contrôle de ma visibilité en ligne. J'avais pas envie de dépendre de quelqu'un pour créer des pages de vente rapidement, pour tester mes idées. Et donc la première chose que j'ai regardée, c'est comment je peux mettre en ligne mes offres et les faire connaître de la façon la plus rapide possible. J'ai fait la découverte de WordPress et de Divi notamment, qui a été une révolution parce que grâce à Divi, qui est un système de drag and drop, glisser-déposer pour créer une page, j'ai pu en fait créer mon site en un week-end et donc c'est un site qui fait très pro. Ça m'a tout de suite apporté une crédibilité. Aujourd'hui, il y a énormément d'offres de formation, de coaching et donc vraiment il y a une différence sur la présentation qu'on peut faire de sa société, ça joue énormément. Donc, je me souviens avoir fait mon site en no-code, l'avoir un peu partagé et avoir eu des emails de demande de partenariat. On me demandait la personne en charge des partenariats. Ça m'a fait beaucoup peur parce que j'étais toute seule avec mon ordinateur à côté d'une plage et je donnais l'impression d'être une grosse société. Ouais. Donc là, je me suis dit qu'il y avait vraiment... C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie différence en quelques années entre ma première boîte et la deuxième. C'était cette facilité avec laquelle on peut vite mettre en avant, propulser une idée, la tester, itérer, sans forcément passer un temps fou et un argent, et de l'argent incroyable sur une phase de prototype. Donc aujourd'hui, mon site est sur Divi. J'utilise également des plateformes de ce qu'on appelle des Learning Management Software, des LMS, pour héberger mes formations. Alors, il fut un temps où il y avait le fameux Moodle qu'on a tous connu à l'université, qui n'est pas vraiment no code, qui requiert quand même d'avoir un développeur pour le customiser. Moi, de mon côté, j'ai commencé par Podia, qui est une super plateforme qui permet d'héberger des formations, de suivre... C'est celle qu'on utilise également. C'est la même, super. Donc Podia, qui est vraiment incroyable. Et aujourd'hui, pour des raisons de contraintes administratives, notamment des contraintes en formation qui sont liées au mode de financement, je dois changer de plateforme et je vais plutôt partir sur System.io, qui est une nouvelle plateforme de e-learning qui est assez intéressante puisqu'elle intègre aussi la possibilité de faire des tunnels de vente, donc des webinars, des e-books et des pages de vente en quelques clics. Ok, et alors ça c'est une question hyper spécifique mais qui va peut-être pas intéresser tout le monde, parce que nous on est confrontés au même problème, à la problématique du financement de la formation professionnelle, qui est un sujet très français, et juste par curiosité, qu'est-ce qui fait que System.io, tu dis, est bien conforme, il y a tout le tracking, Oui. Alors c'est une question. Si tu veux, on pourrait faire un podcast de 10 heures sur le financement de la formation en France. C'est très complexe. Je vais essayer de te résumer ça et tu me diras si c'est intelligible. Aujourd'hui, quand tu fais de la formation, donc il faut que tu puisses prouver en cas de contrôle que la formation a bien eu lieu. Dans mon cas, je fais de l'accompagnement individuel et donc je peux prouver qu'il y a eu des sessions avec les logs de visioconférence. J'aimerais intégrer le temps de la formation e-learning qui jusqu'à présent était considéré comme un bonus, donc je le présentais comme bonus dans mes formations. D'accord. Dans mes conventions de formation, dans le temps de formation. Et donc pour prouver que la personne a bien réalisé la formation, et que cette personne puisse être financée, remboursée par les différents dispositifs, je dois fournir ce qu'on appelle un relevé d'activité ou des logs de connexion. C'est-à-dire indiquer les moments où la personne s'est connectée et montrer que ça fait bien X heures de formation.
Donc Podia ne propose pas cette fonctionnalité. Et c'est là aussi, malheureusement, on voit une vraie différence entre les infopreneurs et les organismes de formation. C'est complètement différent. En organisme de formation, on peut moins automatiser son tunnel de vente, l'achat des prestations par les clients, puisqu'on a une rigueur à respecter. Par contre, on a un avantage qui est incroyable, c'est que nos clients peuvent nous payer avec leur CPF, avec leur droit à la formation, et ça, c'est un avantage sur le marché qui est non négligeable. Ouais, non, c'est clair. Non, on est confronté exactement à la même situation, donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de consulting au passage pour avoir. Alors, et donc je sais aussi que tu utilises pas mal Airtable et Zapier, qui sont parmi nos outils préférés. Tu m'avais donné pas mal d'exemples d'ailleurs sur LinkedIn à l'occasion d'un échange qu'on avait eu. Je sais pas si tu veux nous parler un petit peu de ça, justement, ton usage de Airtable, de l'Excel du futur, comme on dit. Oui, alors la chose la plus difficile à laquelle j'ai été confrontée quand j'ai lancé ma formation, c'était pas la création de formation, mais le fait de la promouvoir et de trouver des clients. Puisqu'on en a parlé plus tôt, mais aujourd'hui c'est très concurrentiel. En France, il y a un organisme de formation pour 6000 personnes, je crois. Donc ou pour 1000 personnes. Plutôt, oui, je crois que c'est 1 pour 1000. Donc en fait, c'est d'ailleurs lié au financement, justement, ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Il y a une partie financement et il y a une partie, on investit beaucoup en France sur le savoir. En fait, on est une économie du savoir. On a beaucoup de professionnels dans le secteur tertiaire, donc on a besoin, même dans les autres secteurs, on a besoin de se mettre à jour sur nos connaissances. Il y a énormément de formateurs qui ne gagnent pas leur vie ou très peu leur vie ou pour laquelle la formation est occasionnelle. La seule solution pour gagner sa vie en formation, c'est d'avoir une très bonne communication. Et ça implique de créer du contenu régulièrement. La création de contenu est chronophage et donc moi je me suis posé la question du recyclage de ces contenus. Comment est-ce que je peux récupérer les contenus que je publie sur certains réseaux sociaux qui ne vont vivre que quelques heures sur ces réseaux sociaux en termes d'algorithme et d'engagement pour pouvoir les recycler sous d'autres formes de contenu, les republier plus tard, etc. Et donc là, j'ai trouvé pas mal d'outils no-code pour m'aider. La première chose, c'est que je communique beaucoup sur Instagram et j'ai du mal à être régulière sur mon blog, ma newsletter et les autres canaux de communication. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une intégration Zapier et Airtable où en fait, je demande à Zapier, je connecte Zapier à Instagram. Et en fait, Zapier va venir récupérer et envoyer sur Airtable toutes mes publications. Ensuite, quand j'ai besoin de créer un contenu sur un sujet, par exemple sur le sujet on va dire des tarifs, je vais sur Airtable, je fais une recherche dans mes contenus, des mots-clés, et je peux copier-coller ces différentes suites de contenus pour en faire un article plus long, pour en faire un sujet LinkedIn, pour en faire une newsletter. Donc, je m'en suis vraiment servi comme une espèce de médiathèque. La deuxième chose que j'ai fait sur... Pardon, excuse-moi, tu voulais... Oui, non, j'allais juste dire que c'est un usage très intéressant qu'on devrait te voler, je pense. Notamment, alors nous, on n'utilise pas beaucoup Instagram, mais je pense qu'on pourrait faire la même chose avec LinkedIn, sur lequel on s'est mis à beaucoup poster avec mon associé Erwan. Et je pense que tous ces contenus, effectivement, qui ont de la valeur, on devrait les recycler sur notre site ou... Enfin voilà, pour qu'ils vivent plus longtemps que juste la période un peu de vie sur LinkedIn, quoi, qui est déjà un peu longue, mais qui est pas, tôt ou tard ça disparaît, quoi. Oui, et c'est très intéressant de le mettre en place le plus tôt possible dès que tu crées du contenu, parce que même si aujourd'hui tu ne vois pas l'utilité du recyclage de ces contenus, imagine si dans quelques mois ou quelques années tu as envie de les récupérer, ça va être très laborieux d'exporter et de récupérer ces données sur LinkedIn, alors que bien sûr. tableur, c'est tout prêt. Ouais. Et donc dans le sujet de la médiathèque, j'utilise aussi Airtable pour stocker de l'information, pour éviter que ça traîne sur un cloud ou sur mon ordinateur, pour que ce soit collaboratif. Si un jour je délègue une partie de cette communication, il y a j'ai notamment fait un espèce de classeur avec tous les mots-clés pour mes articles de blog et toutes les épingles Pinterest. Donc pour ceux qui utilisent Pinterest, en fait on a très rapidement 4 ou 5 visuels par article de blog
qu'on va les promouvoir sur Pinterest. On va promouvoir à nouveau ces épingles au bout de 3 ou 4 mois. Donc, c'est du contenu vraiment qui demande un suivi. Et donc, je me suis fait ma médiathèque avec mes visuels, mes articles, mes mots-clés, les dates auxquelles j'ai prévu de les poster et des petites cases à cocher de type OK, premier trimestre c'est fait, deuxième trimestre c'est fait. Donc, en fait, ça m'a vraiment donné un espèce de... Airtable m'a permis d'avoir un espèce de tableau de bord et de médiathèque où je peux gérer tous mes contenus et les valoriser. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, la création de contenu me prend 1 à 2 journées par semaine, donc c'est énorme. Et en fait, plutôt que de perdre ce temps, entre guillemets, je l'ai converti un peu en patrimoine pour mon entreprise. Je pense qu'on n'a pas vu si souvent que ça vraiment ce genre d'usage centré autour du contenu. Alors à la limite peut-être des automatisations de multipostage, des choses comme ça. Mais là c'est intéressant parce que tu as vraiment organisé, grâce à ces outils, ta stratégie de contenu et de valorisation et revalorisation surtout de tout ce que tu fais. Ça t'empêche en fait de pas profiter de ce que tu aurais fait une fois. Enfin, tu peux vraiment... Non, franchement, je pense que là, il y a pas mal de choses dont on devrait s'inspirer, parce que effectivement, nous aussi, on crée pas mal de contenu et plein de choses qui meurent et qu'on revalorise jamais. Et c'est assez excellent. Je prends note de tout ça. Je prends cette petite séance de consulting gratuit. Oui, ben écoute, envoie-moi ton tableur Airtable si tu veux des retours, ça sera avec grand plaisir. Mais tu verras que ça change la vie et ça t'apporte une sérénité aussi de te dire que voilà, t'as pas passé une journée à créer tes posts Instagram pour que à la fin du mois cet effort soit vain. Tu as investi dans le patrimoine de ton entreprise et si demain tu veux transformer ton contenu en e-book, en formation ou en article de blog, tu n'as qu'à recruter quelqu'un en fait qui peut récupérer cette info. Moi, ça a révolutionné un peu ma perception de la création de contenu que je pouvais vivre comme une perte de temps et qui aujourd'hui est un vrai plaisir en fait. Ouais, bah, j'imagine si tu valorises autant ce que tu fais, ça décuple en fait chaque minute investie dans la création de contenu, tu te dis et va être rentabilisé plusieurs fois, donc c'est super. Ok, bah tout ça c'est hyper intéressant. En ce qui concerne, on va dire un peu peut-être, je sais pas, la vie de ton entreprise, est-ce qu'il y a quelles autres automatisations ou voilà, bases de données tu utilises un peu plus peut-être sur le côté gestion? Oui, alors bon, ça va pas être très, y a rien de transcendant dans ce que j'utilise. Je suis une grande utilisatrice de Google Suite, enfin Google Drive notamment, où je fonctionne un peu trop à la main. Je pense qu'il y a des meilleures façons de le faire. Il y a des logiciels qui permettent de le faire. Mais moi, j'ai mon suivi pédagogique sur Google Drive. Donc, j'ai un fichier pour chaque client avec les éléments communiqués, le détail un peu des sessions d'accompagnement pour pouvoir me souvenir justement d'une session à l'autre de ce qu'on a vu. Parce qu'au bout quand on accompagne une dizaine de personnes, on oublie vite en fait certains détails. Donc moi je m'en sers pour le suivi pédagogique. Je me sers aussi d'outils on va dire administratifs pour tout ce qui va être signature de documents, donc DocuSign, EduSign, qui permettent d'éviter de télécharger, d'imprimer, ou de faire une signature non conforme sur son ordinateur. Donc bien entendu, ça révolutionne aussi le quotidien, la question de la signature électronique. Et bien sûr, pour la comptabilité, j'ai un logiciel qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Freebie, qui est un logiciel comptable pour auto-entrepreneurs. Et je passe bientôt en société, donc j'entends travailler avec un cabinet d'expertise comptable qui a aussi une interface en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, dans la partie gestion, c'est plus acceptable de faire ses factures à la main, sa saisie des pièces, enfin voilà, de garder des copies papier. On peut tout faire en ligne et donc quand on choisit un comptable ou un logiciel de comptabilité, il faut vraiment s'assurer qu'on peut saisir les pièces avec son smartphone en prenant des photos, qu'il y ait un espèce de classeur en ligne des recettes et des dépenses et qu'on puisse y passer 5 minutes et passer à autre chose plutôt que d'avoir son gros classeur de documents de comptabilité qui traîne sur son bureau. Ah ouais, non, ça c'est inacceptable aujourd'hui à mon avis de faire des choses comme ça par rapport au temps
qu'on perd et les frustrations qu'on a et enfin même j'ai envie de dire les économies de papier qu'on peut faire en imprimant plus toutes les factures et toutes les choses, mais ça c'est un bon point. C'est vrai que nous c'était quelque chose aussi quand on a choisi notre comptable qui nous a vachement qui était important pour nous. Et notre comptable, pour le coup, je partage une petite anecdote, mais il n'avait pas spécialement d'interface à nous proposer. Donc en fait, c'est nous qui avons tout construit dans Airtable et on lui donne simplement un accès en lecture. Et il est très content comme ça. Et donc finalement, pour mettre les pièces, on fait des photos avec l'application Airtable, on stocke tout ça dans Airtable. Et donc on s'est créé un petit peu notre propre interface. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs super sur le sujet qui existent. Et ça, c'est important. Et les banques aussi se mettent aussi à ça. D'ailleurs, justement, avec Shubham, on avait parlé de la mission qu'il fait pour Conto, qui sont en train de créer une intégration Zapier. C'est, à mon avis, une des premières banques en ligne françaises à faire ça. Et à mon avis, ça sera pareil, ça sera super parce que finalement, tu pourras utiliser Conto comme ton outil de gestion de factures, associer les dépenses directement avec les pièces justificatives, les choses comme ça. Et éventuellement, ensuite, envoyer tout ça automatiquement à ton comptable, par exemple, ou à son logiciel à lui, ou à le mettre dans un Google Drive où il retrouve les choses. Enfin, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire sur la gestion, et ça, c'est hyper important déjà d'avoir cette envie, en fait, en tête, quoi. Ça, j'ai envie de dire, de cet état d'esprit. Oui, c'est super. Et je pense que ça montre aussi un marché qui est super intéressant pour les freelances en no-code. Tout ce qui va être transition digitale de services plutôt traditionnels. Et les métiers du chiffre, les professionnels du chiffre, comme les experts comptables, il y en a encore énormément qui fonctionnent de façon traditionnelle avec les clients. Alors bien sûr, leur métier, c'est avant tout du conseil et de la relation client. Mais c'est vrai que c'est plus acceptable aujourd'hui d'avoir un comptable qui nous demande d'envoyer des pièces par email, alors qu'il y a 15 000 SaaS qui existent et qu'il y a Airtable et plein d'autres intégrations possibles, et que finalement, avec un développeur no-code, en quelques semaines, c'est plié en fait. Pour moi, ça va devenir indispensable, et je pense qu'il y a un vrai marché pour les personnes qui ont envie de se lancer dans le no-code, pour tout ce qui tourne autour de la transition digitale, qui a d'ailleurs été accélérée pour beaucoup d'entreprises avec le Covid. Ouais, effectivement, là il n'y a plus le choix avec tout le télétravail, les optimisations qu'il va falloir mettre en place pour vraiment, je suis assez d'accord sur cette analyse, il y a des vraies opportunités sur le no-code, on va dire un peu au sens large, et la productivité et tout ce qu'on a évoqué là. Alors justement, avant d'en arriver un petit peu au freelance no-codeur, tu nous disais tout à l'heure que tes clients, à toi, donc qui sont aussi des freelances, utilisaient pas mal d'outils. Est-ce que tu as quelques exemples de choses que font tes clients et avec des outils no-code? Oui, alors moi j'ai pas mal de clients qui sont freelance et qui utilisent le no-code pour répondre aux besoins de leurs clients à eux. Donc notamment tout ce qui va être prestations de web design. Moi j'ai plus de clients qui codent à partir de zéro ou même à partir de frameworks un peu complexes. Aujourd'hui, quasiment tous les web designers vont utiliser des outils tels que Elementor, Divi sur WordPress. Pourquoi ? Parce que d'un côté, c'est beaucoup moins cher pour le client, donc ça fait gagner du temps. Il y a moins de jours hommes à facturer. Et aussi parce qu'en fait, c'est plus facile à prendre en main pour le client après une fois la passation de la prestation. Donc, souvent, le client n'a pas besoin de plus, d'ailleurs. Les gens ont l'impression qu'ils ont besoin d'usine à gaz tout le temps, alors qu'en fait, utiliser des outils qui sont plus contraints, enfin, même si on peut faire plein de choses avec Elementor ou Divi, il y a quand même un cadre que ça met. Et souvent, comme tu dis, il y a tous ces bénéfices, ça accélère, et puis ça fait comprendre au client qu'il n'a pas besoin de plus, quoi. Enfin, souvent, l'argument monétaire, en général, est assez convaincant, quoi. Et d'ailleurs, c'est un écueil que je vois chez beaucoup de freelances, qui est de détailler les outils utilisés pour répondre à la problématique client. En fait, le client, quand il se lève le matin, il se dit pas qu'il aimerait que son site ait un espace, soit fait en CSS à partir d'un design tip top, ultra personnalisé. En fait, il se lève le matin en se disant, ok, j'ai envie que mon site me rapporte des clients, j'ai envie qu'on puisse me trouver facilement et de vendre grâce à mon site. C'est ça ce qui le maintient éveillé la nuit, et ce qui va faire que le client va acheter un site web. Et donc, je vois beaucoup trop de freelances qui vendent les outils utilisés, les technos, leurs compétences, mais finalement, il y a une telle différence entre vendre des outils et après, de l'autre côté, répondre à un besoin. Et aujourd'hui,
qu'on utilise du no-code ou qu'on code à partir de zéro, je pense que le client, lui, ça va pas changer sa prise de décision. Par contre, si on est plus compétitif, si on lui propose quelque chose qui est plus intuitif pour lui après, qu'il va pouvoir prendre en main plus facilement, là, on gagne des points et je pense que ça va être un peu le futur du freelancing. Et qu'il aura plus vite aussi, peut-être. Oui. Ça, on oublie souvent cet argument, mais je pense que le no-code, il y a un vrai truc qui est lié, d'ailleurs. Ça va plus vite, donc ça coûte moins cher. Mais pour pouvoir itérer rapidement. Alors, soit, comme tu dis, soit c'est le client lui-même qui itère, soit c'est le no-codeur, le développeur no-codeur, quoi. Mais ça, c'est hyper important parce qu'on est dans un monde tellement compétitif aujourd'hui qu'il faut aller très vite. On n'a plus le temps de passer des semaines en cahier des charges, en développement, moi, j'ai géré une agence pendant 4 ans, donc je sais que les projets web, ça met toujours très longtemps parce que il y a beaucoup de problématiques avec les clients, il y a beaucoup d'échanges parce qu'on essaie toujours de se couvrir, on a toujours peur de travailler pour rien, et donc ça induit une inertie en général qui est assez terrible et qui des fois, pour certains projets, peut être fatale, quoi. Oui, tout à fait. La rapidité d'arriver sur le marché d'un produit ou d'un service, c'est aussi un argument dont on parle beaucoup en session de coaching avec les freelances, ce côté le client m'a choisi parce que j'étais rapide, j'étais agile, je suis freelance. Et je te rejoins tout à fait sur le fait que le no-code permet d'enlever toutes les frictions liées à un projet complexe et de vite mettre son produit ou son service sous les yeux de son client idéal, en fait. Est-ce que tu as d'autres exemples des exemples, écoute, il y en a énormément. Dans le quotidien d'un freelance, on va avoir tout ce qui est gestion de son temps, de sa productivité. Donc aujourd'hui, il y a énormément de freelances qui customisent en fait des petits espaces de travail virtuels, que ce soit sur Notion, sur ClickUp, sur Airtable, sur Trello, qui vont se faire leur interface de gestion de projet et y inviter des clients parfois pour avoir des retours, pour partager des rétro-planning avec les clients d'une façon dynamique. Donc il y a ces outils-là qui sont assez utilisés. On va avoir aussi donc tout ce qui va être création de leur propre site web. Donc souvent, on va avoir des freelances qui, à moindre coût, peuvent vite créer un site web, que ce soit sur Squarespace, Strikingly ou WordPress. La partie comptabilité également. Donc encore une fois, moi la plupart des freelances que j'ai accompagnés ont choisi un outil en ligne de comptabilité. Parfois, j'ai des freelances qui veulent faire leurs factures à la main pour les customiser, mettre un joli design, etc. Ça dure jamais très longtemps. On fait 2-3 factures comme ça et après on passe sur un outil. On va avoir aussi tout ce qui est logiciels professionnels qui leur font gagner du temps. Donc, par exemple, les community managers, les social media managers vont beaucoup utiliser des logiciels de planification de contenu pour eux, pour leurs clients. Les rédacteurs web vont utiliser des logiciels d'analyse de mots-clés, de backlink. Enfin, aujourd'hui, le travail, la production de nos contenus en freelance pour nos clients est largement facilité par tous ces outils qui vont nous apporter de la donnée très rapidement. Super, merci pour tout ça. Alors justement, est-ce que, pour un peu commencer à résumer, est-ce que tu aurais des conseils justement pour les no-codeurs spécifiquement, vraiment, qui veulent se lancer, tu vois, donc, des gens qui ont découvert le no-code relativement récemment, qui sont pas encore des experts. Ça, j'insiste un peu aussi là-dessus, tu vois. On voit vraiment, forcément, le no-code devient de plus en plus populaire. Donc nous, on voit sur le Slack de No-Code France et tout ça, beaucoup de gens arriver, se former. Comment on trouve les premiers clients, ces choses-là, quand on n'est pas encore un expert, qu'on n'a pas de réseau, par exemple. Oui. Alors, le réseau, on se le crée, donc c'est pas très grave. Il faut se poser la question il faut vraiment en fait avoir cette démarche empathique quand on veut vendre. La vente, c'est de l'empathie à 100%. Et plutôt que de penser à soi, à son expérience, à ce qu'on sait faire, se demander si la personne qu'on va avoir en face de nous, le client potentiel, va se sentir concerné par ce qu'on propose. Typiquement, en no-code, il y a 2 types de façons de procéder. Soit on a la casquette je suis développeur no-code, et à ce moment-là, on optimise ses profils sur les différents réseaux sociaux, sur les plateformes, on répond à des annonces no-code. Quand on fait ça, on est confronté à un marché qui a pris conscience de son besoin d'avoir quelqu'un qui fait du no-code.
Donc c'est pas forcément tout le monde. Par exemple, une startup se dit ok, on veut quelqu'un en no-code pour nous développer telle interface, tel outil. Donc là, on voit quand même que ce type de mission va être aussi très vite concurrentiel parce que c'est facile à trouver. On cherche nos codes sur une plateforme d'annonce freelance et puis voilà, on peut être 100 ou 1000 personnes à candidater. Mais c'est quand même une démarche qui permet, quand on ne sait pas vraiment comment on peut utiliser ses compétences no-code, d'avoir des premières missions, de mettre un pied dans le marché et de comprendre comment on peut aider avec nos compétences no-code. La deuxième façon d'être freelance, qui est celle que je trouve un petit peu plus facile, entre guillemets, au niveau de la qualité de vie qu'on peut avoir derrière, c'est de construire son activité freelance comme un business. Et donc, de se poser la question du besoin auquel on répond. Le no-code, encore une fois, donc notre client idéal, qui est-il? Quel est son besoin? Et quand il se lève le matin, qu'est-ce qui vraiment le motive, le dirige? Ou qu'est-ce qu'il a vraiment besoin de solutionner? Et là, du coup, on peut réfléchir à des usages pour le no-code. Par exemple, plutôt que se vendre comme un freelance no-code, on pourrait dire qu'on fait des tableurs financiers pour les startups qui viennent de lever des fonds. Et donc là, on va développer des outils pour ça. On pourrait dire qu'on fait des solutions de recyclage de contenu pour les boîtes de médias. Et là, hop, on peut recycler du contenu de cette façon. Donc c'est vraiment cette présentation qui va nous permettre de sortir du lot, parce que tout de suite sur le marché, on devient un peu une personne qui est exception. Hein. Trouver quelqu'un qui va proposer la même chose va être compliqué. On va pouvoir prospecter, donc aller voir des personnes dans notre cible et leur parler de ce qu'on a créé ou ce qu'on peut créer pour eux, échanger, avoir des retours, et on va vraiment pouvoir se construire une marque personnelle autour de cet usage. Pour moi, c'est la meilleure façon d'être freelance parce que on s'extrait du nivellement des prix par le bas, puisqu'on n'est plus sur de la concurrence. On a des meilleures relations avec ses clients parce qu'ils vont tout de suite nous voir comme un expert et pas comme, entre guillemets, une machine à produire, ce qui peut arriver parfois. Ouais. Et puis on peut faire plein de projets intéressants, on peut se permettre de choisir. Je pense que c'est vraiment un écueil, ce côté les gens qui pensent que c'est une bonne chose d'être très généraliste et de se présenter comme oui, moi je sais tout faire, si vous voulez faire ci ou ça, je peux le faire parce que je maîtrise les outils par exemple. Je sais pas, par exemple, un très bon développeur Bubble, il peut faire plein de choses différentes. Mais comme tu dis, il se met en concurrence avec tous les autres développeurs Bubble, alors que si tu adresses un cas d'usage, ça j'aime bien vraiment cette idée-là, de se dire bah là, moi je suis spécialisé dans, je sais pas, avec Bubble, je fais tel type de marketplace. Alors, peut-être que ça te restreint aussi un peu ton marché, mais à mon avis, il reste encore largement assez de choses à faire, et par contre, tu as plus de chances, parce que en plus, tu vas comme ça te constituer un peu un portfolio, tu vas avoir des précédents. Ça, c'est un peu bête, hein, mais les clients, souvent, bah, ils vont t'engager si tu as déjà fait quelque chose de similaire, quoi. Oui. Ça, c'est un truc, genre, si tu as fait même un truc qui ressemble, toi, tu sais que c'est la même chose techniquement, mais si pour eux, tu vois, je sais pas, tu as fait une marketplace de chaussettes, mais en fait, eux, ils veulent faire une marketplace pour les camions, et bah, si tu as fait avant déjà une marketplace pour les camions, enfin, là, je suis parti dans un exemple très précis, mais les gens sont très directs, quoi, et donc ça va plus les rassurer si c'est exactement la même chose. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, en termes de cas d'usage, quoi. Et c'est super intéressant ce que tu as dit sur se restreindre. Tu vois, cette notion de se restreindre sur le marché. Moi, j'ai beaucoup de freelances qui ont peur de se spécialiser en me disant mais je vais me restreindre ou je vais me fermer des portes. Et la question que je leur pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ta démarche généraliste t'apporte des clients? Parce qu'on a peur de se restreindre, mais finalement, on a 0% d'un marché global. Et c'est ça, la réalité, c'est qu'en fait, quand on a peur de se restreindre, on est souvent dans une phase de démarrage où de toute façon on n'a pas de clients, donc on n'a rien à perdre puisqu'on a personne aujourd'hui. Et si jamais on n'est pas sûr de l'angle à prendre pour se spécialiser, vraiment se reposer sur cette question d'usage, de ce qu'on a envie de produire, plutôt que peut-être choisir une industrie ou un type de client, peut aider à commencer cette spécialisation qui va nous ouvrir des portes. Ouais, non, je pense que ça, c'est peut-être vraiment un des principaux conseils, je pense que les gens peuvent suivre. Avant de conclure, est-ce que tu as peut-être d'autres choses qui te viennent, dernier petit tips, voilà, peut-être un peu, enfin général, mais des tips générales. Alors j'en ai deux.
un qui est pour les freelances qui se posent la question des no-code et un qui est pour les freelances en no-code qui veulent se lancer. Donc pour le premier groupe, les freelances qui se posent la question des outils, moi j'aurais juste un tips sur le moment auquel il faut faire intervenir des outils no-code dans son business. Il y a un peu le syndrome de l'objet brillant où souvent des freelances qui n'ont pas encore de clients, pas encore de projets, vont se ruer vers des outils tout de suite et mettre en place des systèmes complexes. Et le conseil que je peux leur donner, c'est d'abord de faire des choses à la main pour comprendre quel est le besoin, comprendre ce qui va leur être utile, et seulement après, une fois qu'on a compris comment fonctionner en business, de choisir les outils qui répondent à ce qu'on veut automatiser. Donc ça serait mon premier tip, de pas se ruer sur des outils parce qu'ils sont super cool, mais d'attendre, parce que ça fait perdre beaucoup de temps d'apprendre à connaître un logiciel et de mettre des choses en place. Pour moi, ça arrive donc dans un second temps. Et le deuxième conseil que je donnerais aux freelances en no-code qui veulent se lancer, et tous les freelances d'ailleurs, c'est vraiment que un business n'existe pas tant qu'il n'a pas de premier client. Qu'au départ, on peut vouloir essayer de tout bien faire parfaitement, mais que la seule priorité qu'on doit avoir, c'est de décrocher ce premier contrat. Donc, s'il y a une chose à faire, c'est envoyer des messages, faites des erreurs, même si c'est maladroit, même si c'est pas, même si vous n'avez pas beaucoup de réponses, etc. Accrochez-vous et essayez de décrocher cette première mission parce que ça sera la chose la plus formatrice que vous pourriez faire pour votre business. Super, merci beaucoup. Bon, il y a encore plein de choses qu'on pourrait aborder, mais à la limite, le mieux, c'est justement que les gens aillent regarder tes formations pour continuer dans tout ça et peut-être, s'ils sont intéressés, se faire coacher. Quels sont, toi, tes projets à venir, un peu, pour toi et la Minute Freelance? Alors, mes projets, c'est une question qu'on me pose souvent. J'ai pas... Encore une fois, c'est pas une entreprise sur laquelle j'ai une vision incroyable de développement. C'est juste aujourd'hui, si tu veux, je suis propriétaire de mon job, entre guillemets. Je suis formatrice et voilà, ça me fait vivre. Donc moi, j'ai juste envie de consolider la Minute Freelance, de peut-être proposer plus de formations. Donc développer un peu mon catalogue de formations. Et j'ai plutôt des projets personnels qui sont que... voilà, j'ai hâte de pouvoir continuer à voyager une fois que la pandémie sera derrière nous. Mais c'est aussi quelque chose que je veux partager. En fait, il y a plein de personnes qui ont des passions, des rêves, des visions incroyables. Moi, pour ce projet, j'avais pas de vision et c'est pas grave. En fait, je prends un peu les choses au jour le jour et voilà, j'ai juste envie de continuer sur la même lancée en faisant exactement la même chose. Super. Moi, je pense que c'est très inspirant aussi comme message, de dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des visions démesurées et passionnées de tout. Oui. Il y a une question qu'on pose à tous nos invités, du coup, qui sera l'avant-dernière plutôt. Si tu avais un side project, tu nous as bien dit que tu n'en avais pas, mais si tu en avais un, si tu devais faire quelque chose avec des outils no-code, qu'est-ce que ça serait? Ouais, alors avec des outils no-code, je pense que je resterais dans le domaine du savoir, parce que j'aime beaucoup la formation, le coaching. J'essaierai de trouver une niche, d'abord en cherchant des mots-clés, pour voir le type de niche que sur lequel je pourrais m'installer. J'ouvrirai un blog et je vendrai par exemple des petits produits digitaux de type e-book, peut-être même de l'affiliation. Donc je resterai sur quelque chose dans on va dire la monétisation du savoir, et je me servirai du no-code pour créer et recycler mon contenu, trouver les mots-clés qui fonctionnent bien pour être référencé sur Google facilement et pour distribuer un petit produit digital. Ouais, c'est super idée de side project. C'est vraiment littéralement un side project. Tu pourrais même dériver ça de ton projet principal, quoi. Ouais, alors j'ai déjà fait c'est pour ça que j'en parle. Je l'ai déjà fait cet exercice. J'ai déjà trouvé des choses qui me plaisent dans les thématiques de développement personnel, qui me plairaient en termes d'exploration. Et finalement, la thématique du side project, je la trouve super intéressante quand on a un quotidien peut-être où on n'est pas stimulé. Et moi, je suis tellement stimulée aujourd'hui avec la Minute Freelance que l'idée d'un side project, je porte pas d'idée de side project parce que finalement, je suis conquise par mon activité. Mais clairement, j'encourage les personnes qui ont peut-être pas d'idées, mais qui aiment créer du contenu, à se pencher sur la thématique des blogs, des formations,
des produits digitaux parce que c'est en pleine expansion et qu'on a besoin d'apprendre des uns des autres. Donc, on peut pas se planter en ayant ce type de side project. Merci beaucoup pour tout ça. Où est-ce que les gens peuvent te suivre ? Alors, on peut me retrouver principalement sur Instagram, La Minute Freelance. J'ai aussi un site internet, laminutefreelance.fr. Donc, sur ce site, il y a des articles de blog pour aider les freelances qui se lancent ou même ceux qui sont en phase de développement. Il y a aussi des ressources gratuites de type e-book, webinar. Et on peut me contacter sur LinkedIn à Lise Slimane, tout simplement, mon prénom et mon nom, ou par email, voilà, pigeon voyageur. Enfin, je suis très joignable, très connectée. Ça marche. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'émission. Merci beaucoup pour tout ça. J'espère que ça aura inspiré les gens. Et puis, écoute, à très bientôt. Merci à toi et à bientôt. Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de No Code France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils No Code, si c'est pas déjà le cas, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.